Bonjour tout le monde, bienvenue sur Trek Historia, bonjour Cyril. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonne année pour ceux qu'on n'a pas encore Bonne année. vu. Alors de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler des fans de la communauté Star Trek. Ouais. On va refaire un petit point dessus. Ouais, voilà, donc on va un petit peu parler de ces points d'émergence. Alors on est sur du Wikipédia, hein, mais j'ai pas mal de questions par rapport à ça, surtout donc comme j'aime à le répéter, Cyril est un vétéran qui a fait le Vietnam de Star Trek et qui du coup en tout cas qui a suivi de manière consciente l'arrivée de ces produits, de ces œuvres dans les communautés de fans, t'es quand même assez actif dans les communautés de fans, hein, mine de rien. Moi je pense au Quadrant Pop. Je t'ai déjà vu dans des conférences Star Trek en train de parler de Star Trek. Il y a des vidéos comme ça. Donc voilà, donc moi c'est un truc qui m'intéresse de voir, puisqu'en plus Star Trek est quand même à l'origine de pas mal de vocations. Et donc il y a le côté européen puis le côté américain qui m'intéresse. Et donc voilà, donc j'ai envie de parler un peu de tout ça. Donc Alors, voilà. à savoir que il y a l'association Star Trek France au passage. Donc c'est le début d'année pour ceux qui veulent rentrer. Hein, c'est le premier mois de l'année où vous pouvez souscrire. Vous pouvez souscrire tout le long de l'année, hein, mais bon, c'est toujours le premier mois de l'année parce que du coup vous pouvez après vous inscrire aux différents salons que fait l'association. Et chose très rigolote, on en parle aujourd'hui. Samedi soir, je rentre de Lyon. On m'envoie un petit message privé sur Discord en me disant « Tu n'es pas sur le quai de la gare en train d'attendre le train pour Dijon ?» Je me suis senti épié et c'était un membre de la communauté de Star Trek que j'avais jamais vu en IRL. Donc Ils ont aussi un Discord très actif et on partage de bonnes soirées pour ceux que ça intéresse. Alors la première chose avec l'univers de Star Trek, avec l'univers des fans de Star Trek, c'est qu'il y a un terme pour les désigner. Et il y a deux termes. T'as les Trekkies et puis t'as les Trekkers. Alors, faut savoir, donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc de ce que je lis sur Wikipédia, à nouveau, hein, mes connaissances sont assez rudimentaires dans l'univers trekkien. Mais donc, Trekker, c'est plutôt péjoratif. C'est qu'on voulait foutre de la gueule d'un fan de Star Trek, et puis un Trekkie, c'est quand ça passe. Mais apparemment, le Trekker signifierait... Alors le Trekkie c'est l'obsession, tandis que le Trekker c'est l'amateur. Donc on est à mi-chemin entre le casu et l'otak. Voilà, pour parler manga. Donc voilà, c'est ce qui est le Trekkie c'est l'otak et le casu c'est le Trekker. Bon, c'est un peu comme pour le catch, hein. Il y a les smart et l'autre je sais plus c'est quoi là. Il y a ceux qui savent et ceux qui veulent pas savoir. Tu vois, j'ai oublié, mais bref. Oui. Chaque œuvre de fiction a ses... J'étais en train de réfléchir à Star Wars. Les fans de Star Wars ont pas de nom. Ah, c'est vrai. On pourrait les appeler... Les Warsiens, non. Non, ouais, ouais, bref, ils ont pas de nom. C'est vrai qu'ils sont pas vraiment de nom, c'est les fans de Star Wars. Ouais. Bref, c'est les fans de Star Wars. Mais oui, c'est vrai que Trek, il y a un nom. Alors, est-ce que ça vient aussi du fait que le trekking, qui est un truc sportif de marche active dans la montagne ou dans les forêts existait, donc c'était plus facile à attribuer un nom, et étant donné que ça veut dire ça, hein, Star Trek, hein, les marcheurs des étoiles. Ouais. Les patrouilleurs du cosmos. Chez nos amis québécois. On ne se moque pas. Mais pour la petite... Alors justement, comment est-ce que beaucoup de gens ont découvert ça? C'est à cause de la version canadienne. Hein. Ouais, parce que Kirk, quand vous le regardez en français, il parle canadien. Et voilà, et il est canadien, William Shatner, au passage. On l'oublie souvent. Voilà. Et voilà, donc c'est arrivé comme ça dans les années... début des années 70, je crois. Alors là, je suis pas trop calé là-dessus sur les dates, hein, mais ça arrive genre le lundi après-midi sur les deux chaînes hertziennes qu'il y avait en France. Et ça arrive genre en milieu d'après-midi, quoi, pour caler avant le journal télévisé, quoi. Et il y a un truc aussi... donc un petit truc aussi, il faut savoir aussi que de ce que je vois, hein, le mot Trekkie a été validé par Gene Roddenberry lui-même, donc le créateur du show, et c'est un truc, quand je me suis un peu renseigné, que je trouvais vachement intéressant, c'est que on a là l'émergence donc de la pop culture, mais réinvestie vraiment par ses fans, pas juste dans Star Trek, hein, dans la plupart des œuvres, et on a aussi là le créateur de l'œuvre qui encourage ça.
Bah, parce qu'il comprend que c'est là où il va faire des thunes. C'est-à-dire que pour la petite blague, ouais, Roddenberry, il y a jamais de, alors, je vais encore me faire tagler sur Twitter, mais il y a jamais de, il a un amour pour ce qu'il fait, quoi, mais il a encore un amour un peu plus grand pour l'argent. Donc, il faut savoir un truc, c'est que quand la première série est arrêtée au bout de 3 ou 4 saisons, il se retrouve un peu à la rue. Bon, il gagne sa vie en faisant d'autres choses, quoi, en écrivant des scénarios, des choses comme ça, mais il commence à s'apercevoir qu'on l'invite à des conférences, à des choses comme ça, pour venir parler de Star Trek. Et lui, un truc qu'il faisait, c'est qu'il récupérait beaucoup de matériel, c'est-à-dire de décors, d'accessoires du tournage, et puis il s'aperçoit qu'il peut les vendre à ces gens-là. Qu'il y a des gens qui viennent et qui lui achètent, donc ça lui arrondit ses fins de mois. Et il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui peut être fait avec la communauté. C'est-à-dire que, ça fait revivre la franchise, et ça peut lui redonner du boulot, et de deux, ça lui assure des revenus. Et du coup, il en joue, comme tu dis, il valide le nom, mais il se fait même appeler le grand oiseau de la galaxie. Voilà, en convention, quoi. Voilà. Donc, il a ce côté un peu gourou qu'ont les hommes de l'époque. On est dans les années 60, hein, donc c'est un homme à femme aussi, c'est un homme qui aime bien boire. Les modèles masculins de réussite dans le domaine du show business, ça reste ce qu'on appelle les crooners, ça reste des Hugh Hefner. Il aimerait bien, lui, croquer aussi un peu de ça. Alors, il croquait un peu de la comédienne sur le plateau, quoi. Mais dans l'idée, il s'est aperçu qu'il y avait de l'argent à faire avec ce qu'il avait créé, quoi. Et d'un autre côté, Nimoy était pas fan de ça. Il trouvait que ça, il trouvait que ça décrédibilisait sa carrière d'acteur. Ouais, mais ça c'est parce qu'il était, et a jamais été, a été à jamais dans toute sa vie associé à ce personnage, et il n'a pas réussi à s'en détourner, et en fait ça fait que maintenir sa tête dans l'eau. Mais ça, après, ça c'est pas de la faute des fans. Enfin, il a eu un rôle qui était beaucoup plus important pour lui. Je sais que par exemple Shatner, lui, l'a très vite rejeté, puisque déjà il a fait le lieutenant T.J. Hooker après. Et surtout, il y a ce sketch, je crois, je sais pas, c'est pas dans le Saturday Night Live, où t'as des Trekkies qui se ramènent, et oui, dans l'épisode 23, à la 50e minute, il se passe ça, et le mec il fait Cut a Life, et il y a vraiment un mépris. Donc il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que, et qui me fascine avec les Trekkies, c'est que, surtout à notre époque, en fait les Trekkies, c'est les éternels nerds, mais vraiment. Et ils ont cette image-là, donc ça veut pas dire que ils sont comme ça, mais c'est pas pire qu'un Star Wars, les Potterheads ou les Tolkienistes, c'est les mecs les fans de Tolkien, faut pas les emmerder sur la virgule près, tu vois. Mais le Trekkie, il a à jamais il sera le nerd. Et surtout, et c'est ce qui me fascine, c'est que même à notre époque, où les communautés de fans sont vraiment mises en avant, elles sont encouragées parce que les boîtes de prod ont complètement percuté et compris et assimilé le business qu'il y a à se faire. La communauté de Star Trek a encore cette espèce d'aura, j'ai l'impression de, tu sais, on les voit pas vraiment sur le devant de la scène. Après, ils ont, alors qu'il y a quand même eu la KTL, il y a quand même eu Discovery qui, malgré ce qu'on en pense, a fait un bon score d'audience. Moi, je me rappelle que t'as pas mal de potes à moi qui en avaient jamais entendu parler de Star Wars, qui avaient commencé Star Trek, pardon, qui avaient commencé à s'intéresser à Discovery, et qui trouvaient ça les intriguait. Et la sauce, j'ai pas l'impression que la sauce elle a pris, même en 2023, alors qu'on est à une époque où la communauté de fans a une importance de ouf. Et je veux dire, s'il y a bien un endroit où les mecs sont là depuis le début, c'est les fans de Star Trek, quoi. Donc voilà, c'est assez fou, quoi. Tu as dit deux choses intéressantes, on va découper en deux. Tu dis, voilà, il y a la communauté de fans, au début, et ça reste aujourd'hui, un peu les nerds. Mais au même rang que Tolkien. Et c'est intéressant que tu fasses le point commun. Je crois que c'est David Perron qui en parle beaucoup de ça. Il dit que c'est dans les années 60-70, on commence à voir une émergence
d'enfants qui, bon, certains vont connaître le Vietnam, mais les États-Unis sont toutes puissantes, ça émerge de là-bas. Il y a pas mal de facteurs qui vont créer ces mouvements un peu geeks et nerds. Un, ça va être le fait que la culture est disponible. On va avoir par exemple tous les romans de Tolkien qui vont arriver en livre de poche. Ouais. On va avoir aussi tout ce qui va être Donjons et Dragons. Donc des choses qui forcent des groupes de jeunes à s'enfermer dans autre chose que le sport et la bagnole aux États-Unis pendant leurs études. Et petit à petit, on va avoir aussi l'informatique. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de clubs aux États-Unis, et un peu comme les otaku au Japon, où pendant l'école, ben, tu as du temps libre pour te réunir sur certaines passions avec des gens, et tu vas t'enfermer dans ces passions-là, quitte à devenir ce que voilà, encore une fois, David Perron appelle les freaks. C'est ce qu'on les appelle comme ça, les freaks, qui va devenir par extension les geeks. Les nerds et les geeks. Et ces freaks-là vont être dans l'obsession. C'est-à-dire par rapport à un monde qui les rejette, un monde ultra... Alors c'est marrant parce que c'est des consuméristes aussi, hein, mais par rapport à un monde ultra consumériste qui voit que la bagnole, à l'époque, hein, dans les années 60, que la bagnole, le virilisme, pareil, l'ouverture à une sexualité machin, ces jeunes-là, eux, vont s'enfermer sur des mondes imaginaires et les développer. C'est-à-dire, ils vont s'intéresser, on a un peu, j'ai envie de dire, moi, on a un peu ce renouveau de l'universalité, des sortes de petites universités où ils vont approfondir des genres, et ben, tu vas avoir des Stephen King qui en ressortent, tu vas avoir plein d'auteurs, des George Lucas, des trucs comme ça, quoi, qui, bah voilà, vont tous te dire, bah, j'étais un nerd, j'étais un geek, mais c'est parce qu'il y a un écosystème social et économique qui va le permettre. Et effectivement, en France, pour revenir à l'astu, la sauce prend pas. La sauce prend pas. Pourquoi ? Ben parce qu'on a toujours ce retard par rapport aux Américains. Et où en France, on est plutôt dans une école... la culture est pas... Enfin, comment, c'est un peu compliqué ce que je vais dire. Par exemple, en France, on a la culture du roman de gare. On n'a pas la culture du pulp. C'est assez différent parce que le pulp, c'était un roman de mauvaise qualité imprimé sur du papier de mauvaise qualité, avec des histoires pas terribles. On va retrouver après, plus tard, Conan et tout ce qui va être de l'heroic fantasy, mais ça ciblait un marché spécial. En France, non, on a le roman de gare. Par exemple, on a Émile Zola qui est très bon là-dessus, qui va écrire toute la comédie humaine en roman de gare. Et c'est assez accessible en France. C'est-à-dire que même c'était dans les... par exemple, Victor Hugo, les gens n'achetaient pas le livre parce que toutes les semaines, ils en avaient des pages dans leur journal, dans leur quotidien. Donc, on a cette culture un peu différente. Et par exemple, quand on dit la France, c'est le deuxième plus gros consommateur de manga, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que ça s'est mis à côté de la Pléiade. Tu as maintenant un rayon manga depuis des années en France. Et c'est pas une anomalie. C'est pas cryptique. Il n'y a pas eu d'abord des magasins spécialisés. Il y en a eu, des magasins d'import-export, mais tout de suite, on a eu des industriels qui ont dit tiens, c'est de la culture comme une autre, on va la mettre. Pareil pour les comics. Panini en France, grosse boîte. Il y avait des rayons, et il y en a toujours. Le magazine Strange aussi, non ? Voilà, il y avait des magazines, il y avait des choses, donc on parle de la culture. Alors qu'aux États-Unis, cette culture, elle était un peu plus secrète. Tu vois, il y a ce côté, on est le peuple élu parce qu'on sait qu'on a accès à un truc que les autres n'ont pas. Donc il y a toujours cette construction du groupe par rapport à la société. Et en France, ça ne s'est jamais passé comme ça parce qu'on est toujours dans cette partage de la culture à différentes échelles, hein, avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de mauvais. Par exemple, tout ce qu'il y a de mauvais, c'est que pour tout le monde puisse comprendre et avoir une culture partagée, on va aller sur des choses plutôt médiocres. Genre, tout le monde connaît les tuches. Moi, j'en ai jamais vu aucun film, mais je sais qu'ils aiment des frites parce que c'est un truc qui a bien marché et qui parle aussi bien à la grand-mère qu'aux gamins un peu teubés. Voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que la science-fiction en France a jamais marché parce que c'est un genre comme un autre. Oui. Voilà. Et en France, pour finir, on a une plus grosse tendance à aimer le roman policier que le roman de science-fiction. Mais on y revient petit à petit. Alors il y a aussi un truc par rapport à la France, par rapport à la Belgique, puisque basiquement la francophonie belge est dans le giron et dans l'alignement de la France. Donc on avait certaines de vos chaînes télé, on a eu l'émergence du manga en même temps que vous parce qu'on avait TF1, etc.
Et un truc que dont je me suis rendu compte, c'est que, à la différence des Américains qui, eux, avaient des choses qui émergeaient, déjà le territoire est beaucoup plus vaste. Hein. Quand un truc explose sur la côte est, ça va pas exploser sur la côte ouest forcément, ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais quand chez nous ça arrive, ça fait déjà 1 an, 2 ans. On a X années de retard par rapport à eux. Et du coup, on récupère ce qui se fait dans les années suivantes. Ce qui veut dire qu'on ne chope pas Star Trek, on chope tous les programmes américains, peu importe, un peu au même moment, quoi. Donc ça veut dire que, je vais prendre un exemple, il y a ça avec la musique de ce que j'ai cru comprendre. Alors, à nouveau, c'est une analyse faite un peu avec le nez de loin, mais on a eu le rock'n'roll qui est arrivé, puis les Français qui ont commencé à récupérer ce genre. Mais donc, il n'y a pas eu une évolution véritablement step by step de certains genres musicaux phares, puisque tout arrive un peu au même moment. C'est une espèce de grand gloubi-boulga, quoi. Et donc, la culture science-fiction, t'as Star Trek qui existe, mais puis il y a en même temps il y a Star Wars, puis en même temps il y a les autres télés. Donc c'est pas. Je me suis perdu dans mon texte, désolé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça reste. Il y a un trop plein d'œuvres qui arrivent en même temps, voilà. Ce qui fait que s'il n'y a pas une éducation, une pédagogie qui est faite, on va prendre ce qu'on connaît. Et au-delà de ça, et aussi ça fait partie du flow. Donc ça rejoint avec ce que tu dis où eux, bah ils avaient leur truc Star Trek. Peut-être que les mecs ils avaient que ça, mais peut-être que c'est un peut-être. Et ça c'est des questions que je demande aux gens qui ont vécu cette période-là. Il y avait la science-fiction, et dans la science-fiction il y avait Star Trek, et mais quand Star Trek arrive, t'as déjà d'autres trucs peut-être un peu plus récents qui sont arrivés, enfin, et les choses se mélangent. Je ne sais pas, ça c'est une question que je me pose. Il y avait aussi une culture, c'est-à-dire il y avait un terrain culturel qui était favorable, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Tu avais déjà des séries de science-fiction autres que Star Trek, donc les gens étaient habitués à ce genre. C'est vrai que nous on a plutôt choisi en France, qui a toujours marché, c'était le fantastique, ou un peu les séries d'époque. Donc là, on remonte à loin, mais t'as Les Rois Maudits, t'as Belphégor, contenu en haleine des millions de Français, on n'était pas nés, nous, nos parents, et voilà, et t'as gardé. Et puis on a aussi, on n'est pas seuls, nous, en Europe. Thierry Lafronde. Voilà, Thierry Lafronde, L'Homme du Limousin, c'est des séries comme ça qui ont marqué des générations entières, mais qui sont pas science-fiction. Et moi, je sais que petit en France, je pense que je vais ouvrir une Madeleine de Proust. L'héroïque fantasy italienne a inondé nos enfances. Que ça soit La Caverne de la Rose d'Or, par exemple, ou tous ces feuilletons qui étaient diffusés le samedi ou le dimanche pendant les vacances, c'est des choses qui ont marqué notre imaginaire et qui fait qu'en France, on est plutôt un terrain réceptif à l'héroïque fantasy. Ok. Alors qu'il y a d'autres, alors que par exemple en Angleterre, quand il passe Star Wars, les gens, Star Trek, les gens connaissent. Moi je me rappelle, j'y avais été il y a une quinzaine d'années à une convention et tout le monde était branché Star Trek à Londres. Pourquoi ? Parce que vu que c'était un événement, que la convention venait, vu qu'on était sur un anniversaire, une des chaînes principales avait décidé de faire des marathons le week-end Star Trek. Mais du coup, il y a un engouement parce qu'il y a aussi des acteurs anglais qui ont joué dans Star Trek, parce qu'il y a Doctor Who depuis des années, parce qu'ils ont ce côté un peu de science-fiction à la fois kitsch et des fois trop en avance sur leur temps. Bon, chapeau melon et bottes de cuir, c'est pas de la SF, mais ils ont ce truc de la créativité exacerbée, ce que nous, on n'a jamais eu en France. Nous, il faut savoir qu'en France, ou dans la francophonie, je sais pas ce qu'il en est pour la Belgique, ce qu'on vend le plus en série, vraiment, ça va te faire marrer, c'est de la série policière. Ah, ça m'étonne pas, ça. Et c'est de la série genre Sous le soleil. Ok, d'accord, donc vraiment le quotidien, quoi. Exactement, c'est le quotidien de la France, ça marche très bien. Voilà, alors que, moi je me rappelle, Star Trek, en plus en France, quand c'est arrivé dans les années 90, c'était sur des chaînes à thème spécialisé. Et il faut aussi voir ça, c'est que Star Trek TOS série a eu un engouement, pas à la sortie, ça on l'a déjà dit, mais dans les rediffusions, parce que c'était un programme pas cher, que tu chopais dans des loot box, tu vois, et que tu pourrais rediffuser tard la nuit.
D'accord. Voilà, pour toujours émettre. Et du coup, bah, c'est les rediffs qui ont fait naître un engouement de la série, quoi. Et aussi un truc que je me suis amusé à remarquer, parce que en me passionnant pour l'univers de Star Trek petit à petit, ça fait maintenant 2-3 ans je crois, il y a encore alors c'est peut-être un peu sur toutes les œuvres de fiction, pas forcément Star Trek, mais je m'en suis rendu compte avec eux, c'est une certaine pudeur de la part d'une génération. Le nombre de personnes, je vais dire 40-50 ans, qui ont ce côté non, je suis pas geek. Non, t'aimes bien Star Trek, mais faut aller gratter pour le découvrir chez la personne. Tu sais, il n'y a pas la culture de la revendication qu'on a aujourd'hui. Hein. Par exemple, moi j'ai des figurines, j'ai mes badges. Toi, ton appart, je vois le pomme phare entre Kirk et Spock derrière toi. Ouais. C'est le pomme phare, c'est ça quand tu Ouais, fais la c'est bagarre. ça. Donc il n'y a pas cette revendication, et donc il y a vraiment cette timidité à oser l'exprimer. Et de fait, ça peut, j'imagine, et à nouveau ce n'est que de la spéculation, j'imagine, bah forcément, ça ne pousse pas à l'aspect de communauté autour de ces œuvres communs, autour de ces œuvres qu'on va aimer. Et qui fait que du coup, les gros clubs, machin, ça a moins de risque de prendre la sauce. Et là, je m'adresse notamment, Quadrant Pop, à d'autres de France et tout. À partir de quand vous avez commencé vraiment à émerger? À partir de quand vous avez commencé à... Est-ce que c'est depuis le début? Est-ce que c'était arrivé ou pas? Est-ce que c'est arrivé dès le début ou pas? Est-ce que... est-ce que ça attire véritablement des gens ou pas, ou est-ce qu'il y a eu une espèce de courbe de par l'acceptation de la pop culture depuis ces 15 dernières années et que sa démocratisation, est-ce que vous avez vu une véritable émergence récente? Donc voilà, moi c'est un truc que je remarque vraiment chez les vieilles générations, 40-50 ans quoi, donc au-dessus, mon frère a 50 ans, c'est que ouais c'est bien, mais on va pas trop en parler, on va pas trop l'amener. Star Wars, ça c'est le truc à calmer tout le monde et tout le monde était d'accord. Mais Star Trek reste encore reste encore dans ce que je vois un peu en secret, et c'est plutôt une passion secrète de ce que j'ai vu. Et c'est assez touchant d'ailleurs de voir ça. Alors Star Wars aussi, ça a une bonne raison. Pourquoi ça a pris? C'est que Star Wars, on pourrait faire un épisode là-dessus entier, mais on va laisser ça à d'autres. C'est un mélange de culture occidentale avec un saupoudrage de culture orientale où tout le monde y trouve à boire et à manger. Ouais. Voilà, bref. Mais pour revenir à Star Trek, pour te dire comment est-ce que faisaient les gens déjà pour se repérer dans les années, par exemple 90, début 2000, c'est les forums. Moi, je me rappelle, il y avait donc Unification France, qui était le premier forum, la première page dédiée un peu à Star Trek. Il y avait même un magasin à Lyon. Alors, j'ai jamais su s'il y avait un lien entre les deux, mais bref, un magasin qui vendait des cartes de tout jeu, hein, mais voilà. C'était à l'époque de Magic aussi, tu vois. Et après, pour te donner la fondation du Star Trek French Club, qui est donc l'association Star Trek française affiliée depuis peu à la franchise. Ouais. C'était moi je travaillais pour la Japan Touch et la Geek Touch, donc j'étais organisateur du salon, on va dire, pour faire simple. Et je vois des gens qui commencent à me dire ah, moi j'aime bien Star Trek, qui venaient en convention, qui commençaient à s'habiller en convention, tu vois, en cosplay Star Trek. Et tu discutes avec ces gens, tu aimes bien Star Trek, toi aussi? Oui, j'aime bien. Depuis que le peer-to-peer, ou depuis que c'est facile d'avoir les DVD, je m'y mets. Tu discutes avec ces gens-là pas mal. Et jusqu'à un moment où il y en a 4 ou 5 qui se rendent compte et ils se disent ouais, je suis pas tout seul, faudrait faire un truc. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'animais une émission qui s'appelait Space Opera déjà, avec les Intergalactiques, et on les avait invités pour un spécial Star Trek, et on avait eu Masse Monde de geeks qui allaient sur d'autres conventions pour d'autres trucs, parce que AWA, l'association, faisait beaucoup de choses sur Lyon autour des nanars, autour des films de SF nuls et des trucs comme ça, quoi. Et du coup, ça a engrainé un peu de monde. Et c'est marrant parce que l'association, elle est
alors moi je suis pas très actif, hein. Mon seul acte de gloire dans cette association, c'est de toujours prendre ma carte de membre le 1er janvier. Mais voilà, ils sont très actifs et maintenant dans tous les salons, ils ont un stand. Excellent. Ils ont un stand Star Trek et ça s'agrandit petit à petit. Et ils nous, enfin, le peu de retour que j'ai quand je lis le Discord, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens qui viennent les voir en disant bah j'ose pas. Et ce qui est très rigolo, c'est que il y a une autre franchise qui prend le même chemin, qui galère un peu aussi, c'est Stargate. Mais Stargate, c'est pas parce qu'elle elle est morte et enterrée, elle arrivera plus à ressortir. Et ben non, alors pas tant que ça, je pense. Il y a plein de jeunes qui sont fans de Stargate. Et par exemple, je crois que l'association, elle s'appelle les Fils de la Porte des Étoiles ou je sais plus quoi là. Par exemple, ils se font connaître en France parce qu'ils ont construit une Porte des Étoiles échelle 1. Excellent. Donc ils l'amènent de salon en salon et puis ils sont tous habillés en SG1. Bref, et pareil, petit à petit, ils sont en train de créer une communauté relativement intéressante là-dessus. Alors bien sûr, c'est pas la communauté de fans de Star Wars, mais il y a toujours ce petit... c'est genre la grande sœur, c'est la grande tante de la SF télévisuelle. On va la voir de temps en temps parce que c'est toujours bien, quoi. Tu vois. et moi, je me rappelle de voir de gens qui avaient vu un ou deux épisodes ou qui avaient vu les films d'Abrams en se disant ouais, on a bien aimé et on est venu voir de la lumière, vous êtes sympa, on rigole bien. Et puis voilà, ça veut pas dire que c'est des fans invétérés de Star Wars, mais il y a ce respect des anciens qui s'est installé depuis quelques temps. Et ben le quadrant pop, c'est comme ça. Alors je connais pas bien leur histoire, mais par exemple le quadrant pop, il y a aussi une différence géographique. Il y a beaucoup de gens du quadrant pop qui ont vécu en Allemagne. D'accord. Ou proche de la frontière. Et donc comme toi, ils recevaient des chaînes allemandes. Et en Allemagne, c'est beaucoup diffusé Star Trek. Ah bon? Et oui, il y a même une destination Star Trek Germany une fois par an, quoi. Okay. Donc il y a des conventions de science-fiction. Bah de toute façon, dès que c'est américain, les Allemands ils prennent, quoi. Et il y a aussi une grosse communauté de fans en Italie. Okay. Donc je connais plein de gens qui habitaient à Nice ou machin, qui me disaient ah, moi je connais Star Trek, j'allais prendre les cassettes là-bas. Dernier truc qui a fait qu'en France on a commencé à s'y intéresser en masse, c'est un truc tout con, ça s'appelle les dossiers officiels. En France, il faut savoir qu'on est le premier public de magazines. Okay. On est un des seuls endroits dans le monde où les magazines continuent à se vendre. Ok. Voilà, donc on a cette culture du tabac presse et notamment cette culture du DVD en point relais, au tabac. Oui, bah comme Mad Max, Mad Movie. Mad Movie, et il y a toujours ce petit film, ouais. Voilà, et ben ça a marché, et il y a eu un truc qui a cartonné, moi je l'achetais, mon père était abonné, donc on le recevait tous les 15 jours, c'était les dossiers officiels Star Trek. Ouais. Et quand je discute avec beaucoup de gens qui ont mon âge, ils me disent les dossiers officiels Star Trek. Donc ça ressemble à 4 classeurs énormes. Donc il fallait après trier toutes les fiches et tout. On avait des cassettes VHS, après c'est devenu des DVD. Mais voilà, on avait, et c'est pour ça que je te dis souvent, quand tu me dis comment t'as découvert, je te dis bah, j'ai découvert dans le désordre. Oui, parce que les épisodes n'étaient pas dans l'ordre sur les cassettes. Ok. Voilà, et donc on avait 3 bibliothèques de cassettes Star Trek, quoi. D'accord. Et beaucoup de gens ont découvert ça comme ça. Voilà. Ok. Il y a un truc aussi qui, moi, me fascine avec ce que génère Star Trek, parce que quand on parle des fans, c'est ce que génère l'œuvre de fiction, surtout à une époque, à notre époque aujourd'hui, où on a, par exemple, le plus gros générateur on va dire de fans, ça reste quand même Marvel. Hein, c'est l'écurie Marvel, de par son rayonnement, de par son hégémonie et tout ça. Et MCU, j'insiste, pas Marvel Comics. Et mais c'est un peu, t'as cette impression quand tu lis les pages Wikipédia et tout, qu'il y a un peu il y avait encore tout à faire. À l'époque, notamment, ben c'est le début aussi, cette époque, les années 67 et tout, donc je vois les fanfictions qui commencent. Oui. Et Roddenberry qui a encouragé ça parce qu'il aimait l'argent et parce qu'il avait compris l'intérêt du truc. Mais alors aussi, c'est Star Trek, c'est à travers les fanfictions de Star Trek qu'amorce le principe de la Marissou. Alors si vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, hein, donc pour ceux qui connaissent, excusez de répéter quelque chose que vous savez déjà, mais en fait la Marissou c'est un archétype de personnage qui est issu de la fanfiction, qui est, il y a l'équivalent masculin qui s'appelle le Garissou, mais qui en fait est la projection de l'autrice à l'intérieur du personnage principal, et qui est en fait qui est un personnage cheaté.
Donc, il y a une définition claire, hein, qu'il faut avoir des traits et caractéristiques identiques ou similaires à ceux de l'auteur, n'avoir que que des qualités et des forces, sinon des défauts et des faiblesses présentés positivement. Dans la continuité du point précédent, avoir un sens moral ou une sorte de pureté hors norme pour son propre univers. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va l'aimer. Et le problème qu'il y a, enfin, c'est marrant parce que donc à la base, la Marissou, en fait, le principe de Marissou, c'est une parodie, si j'ai bien compris, c'est une parodie d'un archétype qui a été écrite pour un archétype que la personne voyait souvent. Donc il voyait beaucoup de proto-Marissou, il a dit bon bah du coup, je vais vous montrer un peu un archétype de personnage qu'on fait souvent féminin, et il lui a donné, si je ne me trompe pas, le nom Marissou. Et donc ça vient de Star Trek. De cette communauté de fanfiction, il y a donc qui est quand même un principe qui n'a pas eu le principe d'univers étendu, je crois, comme Star Wars a eu droit. Donc c'est resté dans l'œuvre de fanfiction, alors que l'univers étendu de Star Wars contribuait au canon plus ou moins officiel de l'œuvre. Là, c'est non, le seul canon, c'est ce que tu as dans les films et dans les séries, les jeux vidéo, Star Trek Online. Et pour dédicace à Cyril. Et mais donc ça restait dans le domaine de la fanfiction. Et c'est un archétype que maintenant vous retrouvez donc l'archétype de la Marissou est un archétype qui a évolué et qui, à mon sens, c'est ma théorie, est en train de se démocratiser dans les œuvres cinématographiques. Rey Skywalker est une Marissou. Si vous avez regardé la série Mercredi Adams, Mercredi est une Marissou. Si vous avez regardé la série Sabrina, l'apprentie sorcière, Sabrina, oui. En tout cas, c'est une Marissou. Et Bella Swan, mais Bella de Twilight est une Marissou, mais Twilight est une fanfiction de je sais plus quoi, mais d'une autre œuvre. Mais donc Entretien avec un vampire. Non. Non, c'est pas l'univers de... Non, parce qu'il y a un truc vraiment... c'est une fanfiction pétée d'un truc et... Bref. Et, mais donc, Bella Swan, ça passe, parce que Bella Swan, quand ils font le film, ils adaptent le bouquin qui est une fanfiction. Donc, mais donc, ces personnages-là, ça commence à devenir un archétype cohérent et parfaitement accepté pour les personnages féminins considérés comme forts. Là où, avant, les personnages féminins forts, je pense à Buffy, je pense même à Xena, avaient des parts d'ombre, des parts troubles, qui n'étaient pas forcément validées. Le problème qu'il y a avec les Marissou qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, elles agissent des fois comme les dernières des connasses, on va dire ça comme ça, hein, pour rester poli. Et tout le monde leur pardonne parce que le scénario fait que ce qu'ils font, que ce qu'elles ont fait, finalement, ça a permis d'arranger la situation, quoi. Et donc voilà, mais ce principe-là, cet archétype-là, vient de la communauté de fans de Star Trek qui a généré entre autres par ses fanfictions. Et ça, je trouve ça assez fou. On compte plus non plus tous les gars qui ont été inspirés par Star Trek, des personnalités. Donc là, je suis en train de lire, mais principalement des astronautes. Cette image que j'adore de Samantha Cristoforetti, qui est la première femme astronaute italienne et qui, en tant qu'italienne, a bu son café dans l'espace. Elle a bu son espresso et elle était habillée. Alors, je pense que c'est du Voyager. Ouais, Voyager, Deep Space Nine, première saison. C'est du Voyager parce que c'est le couleur, mais au-dessus d'un petit gilet gris. Voilà. Donc, qui est là. Moi, c'est une image qui me touche profondément. Je trouve ça très, parce qu'il y a une grosse culture en Italie, Star Trek. Voilà, en plus. Et Bill Gates, Stephen Hawking, qui a fait une apparition apparemment dans TNG, je crois. Ouais, Stephen Hawking, scientifique qui a joué son propre personnage comme reconstitution informatique sur l'épisode de Star Trek Next Gen, Descente. Alors qu'il était sur le plateau, il a voulu voir la salle des machines, plus précisément le Warp Engine Room, censé contenir la technologie permettant d'aller plus vite que la lumière de l'Enterprise. Et après l'avoir vu, il a commenté « Je travaille sur cela ». Pardon, je travaille sur cela. Mais moi, c'est ça que j'aime profondément avec la culture des fans de Star Trek. C'est-à-dire que c'est une culture de fans que je considère comme discrète. Quand ils sont à la FACT, il y a un stand de Star Trek à la FACT, les mecs, ils sont en terrain ennemi parce qu'ils sont entourés de que des mecs de Star Wars.
Et eux, ils ont leur petit siège de Kirk. Voilà. Et c'est que ça reste une culture que je trouve discrète, mais qui est qu'on retrouve un peu partout, qui a toujours Alors, eu quelque chose. Je trouve un pied à terre dans pas mal de dans pas mal de passions, dans pas mal de choses. Et quand tu en parles, même mon père, qui lui n'a pas vraiment suivi le truc, il regardait. Et il me disait, ouais, je me rappelle, ils parlaient avec leur communicateur, on disait, bah, c'est n'importe quoi, ça arrivera jamais. Et maintenant, on a nos GSM dans les mains, notre téléphone portable dans les mains. Et il y a toujours un truc, ça a marqué, même le plus humble, même de la manière la plus humble, ça a marqué les gens avec une certaine passion, quoi. Voilà, et ben, quand une œuvre en plus a des légendes urbaines autour de son, c'est vraiment un phénomène, c'est-à-dire un phénomène oui. culturel. C'est-à-dire qu'il y a ce délire de... Alors je sais pas si je l'ai raconté en disant que c'était vrai, hein, c'est une erreur de ma part peut-être, mais ce délire des portes qui s'ouvrent toutes seules. Oui. Comme quoi les commerçants après voulaient aussi des portes qui s'ouvrent toutes seules, quoi. Il y a plein de choses, il y a même l'idée que beaucoup d'objets dont se servent les gens sur le tournage étaient en fait des objets prêtés par des bureaux d'ingénieurs pour voir comment les gens... comment est-ce que les gens réagiraient face à des nouvelles technologies. Oh. Bon. Mais ça, c'est tout un tas de légendes urbaines qui existent autour de l'œuvre et qui sont pas. Je ne sais pas si c'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai pour le moment parce que j'ai rien qui m'indique que ce soit vrai. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir à quel point c'est devenu un phénomène. Et pour finir de répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas pris en France, il y a aussi une raison. Hein, oui. de cette manière-là, il y a aussi une raison, pardon. Il y a le fait qu'on n'a jamais été un marché économique intéressant. Ok. Pour avoir rencontré les gens qui faisaient les petites figurines, là, j'en ai là à côté de moi, je sais pas où je l'ai mis tout à l'heure. Voilà, les petites figurines Egelemos, qui a d'ailleurs perdu le contrat. Ok. Voilà, c'est des figurines un peu en fer, là, en plomb. Egelemos. Je les avais rencontrés au lancement de la collection et je leur ai dit, mais pourquoi vous le faites pas en France? Et ils me disent, parce que la France, c'est un marché que nous déconseille Paramount. Un marché où ça ne prend pas. C'est-à-dire que le peu de fois où le film a été au cinéma, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées, il n'y a pas eu beaucoup de ventes, il n'y a pas eu beaucoup de ventes de merchandising. Et tu vois, on parlait des Italiens tout à l'heure. Je sais que moi, j'ai beaucoup de comics Star Trek italiens. Ok. D'une collection qui est sortie aussi chez Egelemos et qui est traduite en anglais, en italien, mais pas en français. Tu vois, on n'existe pas. Voilà. Et il y a aussi ce côté économique qu'on n'a pas, nous, Français, où on n'est pas un marché intéressant par rapport à un Allemand ou un Italien. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ou par rapport à un Brésilien. Alors, les Brésiliens sont beaucoup plus nombreux que nous, quoi, mais voilà, il y a des versions portugaises de ces comics-là aussi. Quoi. Ouais, je vois. Et donc, du coup, ça n'a pas pris parce qu'on n'était pas économiquement intéressant. Pour info, Stargate, qui a eu ici en France aussi une grosse exposition, qui a une communauté de fans un peu plus nombreuse, tout ce qui est produit dérivé ne fonctionne pas. Hein. Ah bon? Et ben non, il y a très peu de revendeurs de produits Star Trek. Bon, il y a Stargate, il y en a peu aussi, hein, mais il existe des comics chez IDW. Ouais, c'est vrai ça. Ils commencent à peine à traduire les comics Power Rangers. Tu vois, c'est Bloom, Bliss, je sais plus. Ils commencent à peine à les traduire en ce moment. Quoi. Bref, il y a toujours ce côté où on a toujours été un peu délaissé, nous, la francophonie. Alors que oui, ils ne devraient pas nous considérer comme un pays, mais comme une communauté de gens qui parlent français. Et là, on n'est pas que 60 millions. Ouais, clairement, parce qu'il y a il y a le sud de la Belgique et puis il y a tout le Québec. Il y a le Québec, il y a la moitié de Peut-être que l'Afrique. peut-être que le Québec fait son propre marché dans son coin, en fait. Bah, le Québec, ils sont tous bilingues. Ouais, aussi. Mais par exemple, un autre truc par rapport... Alors, on parlait des légendes urbaines, mais là, ce que je vois ici, Michael Jones, donc c'est le technologue en chef de Google Earth, a cité la capacité de cartographie du tricorder comme une source d'inspiration dans le développement de Keyhole Google Earth. Donc, s'il n'y avait pas eu Star Trek, on saurait pas faire retrouver notre chemin et aller s'amuser à géolocalisateur, là. Mais ouais, et un truc qui me fascine parce que à nouveau le t-shirt Star Wars, il est très commun. Maintenant les t-shirts Marvel, t'en vois plein. Les t-shirts, je l'ai repéré, il est très beau. Et il est très dur à choper. Et toujours la même chose. Et les t-shirts, je crois qu'il y a eu vraiment une explosion du merchandising. De ce que j'ai vu, ça a été beaucoup les mangas. Parce qu'il y a eu le public, c'était la bonne période, avec l'émergence, dans les années 2000, l'émergence des mangas, des marchés, les t-shirts, les machins et tout ça, les statues.
Et donc, putain, à chaque fois, je me perds, hein, ça m'énerve. Oui, et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que ce qui me plaît avec, enfin, ça me plaît, ça me touche à chaque fois quand je vois ça, c'est le fan de Star Trek, tu le repères jamais. En tout cas, j'ai jamais vu un mec de loin, je me suis jamais fait ce mec-là, c'est un Trekkie. Il a fallu quelque chose pour qu'à un moment donné, son regard s'illumine. Un jour, je travaillais, je devais faire des illustrations pour une vidéo, et donc les dessins devaient être filmés. Et donc, on est en train de parler, et à un moment donné, je fais une référence à TNG ou un truc comme ça, et il y en a les trois autres, il y en a personne qui a pigé, et il y a le gars avec la caméra en une fois, qui pétait pas un mot de la journée, en une fois son regard s'est éclairé. Et là, il a commencé à me parler de Voyager, et il s'est pas arrêté. Et c'était très très beau. Et pareil, j'ai des personnes que je connais qui sont très, bah ouais, très sûres, très machin. Et puis il suffit de faire, tiens, au fait, Kirk ou Spock, machin. Et là, il y a une conversation qui émerge, mais tu les repères pas, quoi. Ils ont pas leur t-shirt pour le montrer devant tout le monde. Même moi, au final, je n'ai acheté, moi, je me suis surtout acheté des badges pour pouvoir les mettre sur moi et ne pas avoir à me balader avec dans la rue avec la tunique officielle, parce que bon, le jaune ne me va pas très bien et je préfère et je ne serai pas chef bleu rouge parce que je crois même si c'est à partir de TNG, allez, le commandement qui a rouge, voilà, je crois à la malédiction du chef bleu rouge, même si je suis habillé en rouge là. Mais donc voilà, je préfère avoir mon petit badge, et c'est ça qui est marrant, c'est que donc le fan de Star Trek en Europe, en Belgique en tout cas, où à chaque fois quand je discute, il est discret, il apparaît. Il y a un moment donné, il y a l'œil qui brille, et on revient dans ce truc-là, mais faut aller les chercher, quoi. Alors que le fan de Marvel, tu le repères de loin, le fan de Star Wars, tu le vois, quoi, il explose. Mais je pense aussi que parce que c'est des modes. Oui. C'est-à-dire, c'est des modes et c'est de la, comment dire, c'est de la culture. Faut pas oublier aussi que Marvel, ou on va prendre DC Comics, c'est des gens qui doivent faire de l'argent, donc qui rendent leur culture accessible régulièrement. Tu fais avec les reboots, les machins. Là, il y a les éditions Urban là, qui sortent les comics, les grands classiques entre 5 et 9 euros en édition de poche en ce moment. Et je vois des gens avec des V pour Vendetta dans la main, quoi, à la gare. Alors je me dis pas, c'est des fans. Voilà, c'est juste que c'est accessible maintenant, que le format est fait moins peur. C'est pareil, quand on était nombreux à aimer Watchmen avant que ça devienne un film. Et même quand c'est devenu un film, il n'y a pas eu un raz-de-marée. Parce que pour t'intéresser à Watchmen, il faut te l'envoyer, le pavé. Voilà. Et du coup, c'est pareil pour Star Trek. Il faut te les envoyer, les 600 épisodes. C'est vrai, ça. Ou c'est comme maintenant les fans de One Piece. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, c'est discret, parce qu'il faut te les envoyer, les 1000 épisodes. Donc ce ne sont pas des œuvres culturellement qui sont super accessibles au début et qui donnent pas... ça, c'est un des gros reproches que je peux faire à la licence. Elle ne donne pas ce côté reboot intelligent, tu vois. Ouais. Vous avez raté 600 épisodes, c'est pas grave, vous expliquez en 1 heure. Hop là. Non mais ouais, ça pourrait être ce que fait DC, quoi. C'est vrai, c'est ce que DC fait, c'est ce que Marvel fait. Marvel avait fait un premier, je me rappelle, avait fait un gros nettoyage avec la saga Ultimate dans les années 2000, et qu'effectivement ça permet de raccrocher les wagons. Moi je me rappelle que beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Star Trek et que j'en parlais à mes potes autour de moi, c'est les mecs, tu leur dis ouais, vas-y, je commence par quoi? Et les gars, il y a 5 séries, 7 saisons par... C'est le bordel. En plus, c'est... que tu mates le premier épisode de la saison 2, le 3e épisode de la saison 5, machin. Ça reste pas la même aventure, mais ça reste tu sais que tu vas te faire 7 fois pendant cette saison un épisode qui n'a pas vraiment d'incidence sur la suite, à part 1 ou 2 qui vont vraiment être des points de convergence scénaristique, qui vont être des pivots scénaristiques, mais le reste, voilà, un autre exemple. Faut les faire, quoi. Pareil pour Tolkien, mais Tolkien, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a les films. Il y a les films. Prenons un autre exemple. Doctor Who. Ouais. Doctor Who, en 2004, a su repartir sans oublier ce qui s'est fait, mais donner une version, entre guillemets, où tu n'avais pas eu besoin de suivre les 40 autres saisons avant.
Parce que, voilà, on en est, je crois, à 70 saisons là maintenant. Et donc du coup, pour ceux qui ont commencé à suivre en 2004, on leur dit bien, c'est le reboot. C'est une sorte de reboot. Et sur des épisodes clivants, on rappelle, attention, la version que vous voyez, il y a un lien avec les épisodes des années 60-62 que vous pouvez aller voir pour enrichir votre culture, mais dont vous n'êtes pas obligé pour tout comprendre. Mais donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'acte manqué à ce moment-là n'a pas été la KTL et d'avoir enchaîné sur une série? Ben, ils ont... Alors oui, et puis en plus, tu vois, ils étaient bien partis avec la KTL, avec cette histoire de Spock qui ne trahissait pas, alors quoi qu'on en dise, qui trahissait pas la vieille garde. Avec Ouais. avec ce, tu vois, on a déjà parlé de ce théorème, hein, la série en cours est toujours plus pourrie que la série d'avant. Et la série d'avant devient acceptable. Ouais. Bref, il y avait ce lien qui était fait intergénérationnel avec Spock, c'était très méta, et ils auraient pu continuer avec une série, en disant, voilà, on reboot les aventures, et puis arrivé à un moment, on va reprendre, alors en plus, ils s'étaient mis d'avoir choisi plusieurs époques différentes, ça complexifie ta narration, mais ils auraient pu faire après un raccord pour revenir sur TNG, par exemple. Ouais, ou carrément se dire, on refait un nouveau TNG. Ouais, ou faire un... Ou simplement faire à travers... Parce que les acteurs forcément sont chers, hein, mais faire relancer la série. Donc tu as Voilà. la KTL et tu lances une série avec un autre vaisseau. Un autre équipage. À l'époque, TOS, parce que du coup... par les films, tu es habitué à cette esthétique, aux bases qu'ils ont mis de l'époque TOS, à savoir la guerre avec les Klingons, des trucs comme ça. Et c'est dommage, parce que du coup, c'était le meilleur moyen, parce qu'en plus, enfin, à nouveau, moi, mon rapport à Star Trek a vraiment... il y avait TNG à l'époque qui passait à la télé, ça me saoulait. Il y avait... la KTL, c'est le moment où je me suis dit, tiens, je vais vraiment essayer de me plonger sur Star Trek. J'avais vu le premier film, le motion picture, juste avant pour aller voir celui-là. Effectivement, et ça reste des films qui peuvent t'accrocher à l'univers et une petite porte d'entrée, une bonne porte d'entrée, en fait, tout simplement. Et c'est un peu dommage qu'ils soient passés à côté de ça, pour des raisons que je comprendrais pas, mais parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir ce fameux reboot, ce fameux... on chope des nouveaux fans, quoi. Un autre qui a réussi, et à nouveau, enfin, j'en parle souvent, mais c'est D'Orville. D'Orville a fait ce que Star Trek aurait dû faire. Quoi qu'on en pense, quoi que vous puissiez le dire, machin et tout ça, D'Orville est le Star Trek de 2010, je résume. Mais pourquoi? Parce que, et ce que Star Trek aurait dû faire, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur une nostalgie basée, donc tiens, on va ressortir tel acteur, qui implique de raccrocher avec d'autres wagons, tu vois, de dire, tu peux pas regarder Picard si t'as pas vu les 7 saisons, Seven of Nine et machin, donc quand tu regardes Picard, t'es un peu perdu. Et on commence une nouvelle aventure avec la recette Star Trek, adaptée à la sauce d'aujourd'hui, et c'est magnifique. Enfin, et malheureusement, c'est pas de la franchise Star Trek. Et donc, ça sera toujours un truc un peu sur le côté, quoi. Et c'est triste, parce que D'Orville c'est le renouveau de Star Trek. Enfin, et ça lui fait pas, ça en fait pas partie. Puis il y a toujours des mauvais choix marketing de Star Trek. Ouais. Autant ils sont en avance des fois sur des trucs, autant des fois ils sont complètement à l'ouest. Et tu vois, de repartir sur la plateforme Paramount+, de dire, bon, maintenant, dans quelques mois, il y aura tout Star Trek sur Paramount+. Ouais, que les gens n'ont pas forcément envie d'aller... D'aller encore une énième plateforme, en plus quoi. Paramount, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, c'est le petit truc que tu vois au début des films, donc dans la tête des gens, c'est, ah oui, donc on va voir des films. Alors même s'ils ont un catalogue, moi je vois les pubs, hein, enfin, je suis super content, moi, maintenant, dans la ville de Lyon, de voir l'Enterprise en 4x4, quoi. Tu vois, je suis super content, quoi. Ouais. Et je me dis, quand j'en discute avec mes collègues en leur disant, vous allez prendre Paramount+, non. Ils me disent, je ne sais pas ce que c'est. Et tu t'aperçois que là, qu'on commence à arriver sur un marché saturé, parce qu'ils ont tous Netflix et ils savent pas ce qu'il y a de nouveau dessus. Oui. Bon, pour la petite blague, tu vois, j'ai dit à ma collègue de travail, ah, t'as vu, il y a The 90 Show là qui arrive. The 90 Show. Ouais. Elle me dit, je savais même pas qu'il y avait une suite. Tu vois, et pourtant, elle regarde Netflix comme tout le monde tous les soirs à la place du journal télévisé. Donc, il y a vraiment
y a vraiment ce problème aussi d'accéder aux foules de la part de Paramount et de CBS à chaque fois, qui ne veulent pas s'adapter à un marché qui n'est pas anglo-saxonisé. Ça marche très bien en Angleterre parce qu'ils sont anglo-saxons. Ça marche très bien en Italie parce qu'ils sont atlantistes. Ça marche très bien au Portugal. Enfin, au Portugal, non, parce que c'est encore autre chose. Mais ça marche très bien au Brésil parce qu'ils sont totalement américanisés. Et en Allemagne aussi. Et en France, ils se disent pas, on va y arriver d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça les intéresse pas. On est un marché qui ne les intéresse pas. Et par exemple, pour les Américains, on est un marché qui va au cinéma. Donc si le film cartonne au cinéma, ils vont se dire il y a un truc à faire. Sinon, bah c'est pas la peine. Ok. Non, c'est assez... Alors, juste pour revenir aussi à ce que tu disais sur les communautés de fans, je pense qu'il y a aussi une frustration du fan de Star Trek. Alors, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais il faut prendre deux facteurs en compte. Un, entre deux séries, des fois, on a dû attendre 15 ans. Ok. Donc, t'as une génération qui peut se passer, puis t'as rien pour alimenter, quoi. Ouais. Il y a très peu de comics, il y a très peu de choses, donc il n'y a rien pour attiser la flamme. Et je l'ai vu aussi... Il y a une deuxième frustration qui est faite que quand tu es avec des gens qui connaissent un peu ton délire, tu as envie de la partager à fond. Et du coup, ben, tu es vite frustré quand tu vois que l'autre, bah, c'est un Trekkies light. Oui. Et ils arrivent, des fois, tu n'arrives pas à t'en contenter. Moi, le premier, quoi. Ça doit être dur nos conversations depuis le début, alors. Non, mais comment dire, moi, j'avais pris du recul là-dessus parce que j'aime plein de choses. Donc après, je rebondis sur plein de choses. Mais j'ai pu voir cette frustration en convention ou dans les petits regroupements, où très vite, il y a des sortes de clans qui se font, genre oui, mais lui c'est un vrai, mais lui c'est pas un vrai. Ou alors il y a même j'ai même vu de la mise en retrait d'un qui était trop fan. Ah ben lui il est trop. Enfin, il passe sa vie à ça, quoi, tu vois. Il y a une sorte de tolérance qui n'est pas spécialement appliquée dans la communauté de geeks, de Star Trek, pardon, comme pour la communauté de Star Wars. Hein. Ce que je dis, ça vaut pour toutes les communautés. Ça, c'est un truc sur les nerds sont comme ça. Hein. Tu existes par ta connaissance à l'intérieur même de ce milieu. Cette connaissance qui, mine de rien, t'a mis un peu sur le banc... pas le banc de la société, mais qui te marginalise quand même quelque peu, parce que quand tu commences à partir dans tes délires qui t'éclatent... Oui, mais est-ce que quand tu passes c'est bêtement l'éternelle conversation le paradoxe du téléporteur. Ah, je le connais pas celui-là. En fait, c'est une copie, donc t'acceptes de mourir et qu'est-ce qui se passe Ah oui. Bah voilà. Et quand tu t'amuses juste à réfléchir sur ce truc-là et que déjà cette conversation-là dans le milieu, on va dire normal, social normal, te met déjà un petit peu sur le côté. Et que c'est le moyen, nous on est dans la psychologie de comptoir, hein, mais c'est le moyen de construire ta propre identité, et que tu arrives avec d'autres personnes qui peuvent avoir ce débat-là, bah c'est quand même à celui qui pisse le plus loin, on reste des hommes et des humains, quoi. Et forcément, ça impacte les rapports sociaux, quoi. Les fans, c'est celui qui pisse le plus loin qui va pouvoir être... exister, quoi. Et ce serait celui qui sera le plus précis, hein. Les fans de Seigneur des Anneaux, oui. Moi je suis un fan des films de la trilogie de Peter Jackson, vraiment. C'est ce qui me pousse à me pencher sur l'œuvre de Tolkien, mais je suis un acheteur compulsif des œuvres de Tolkien, que je lis avec parcimonie, mais je me retrouve face à un Tolkieniste convaincu, mais il va me regarder comme le dernier des casus, hein, et ça je le sais, hein, sauf si le mec est sympa, quoi. Mais bah, c'est un débat que j'ai souvent eu avec les communautés de fans, c'est leur manque de tolérance. Je leur ai déjà dit, soyez plus tolérants si vous voulez qu'il y ait des gens qui s'intéressent. Moi, ça m'arrive 10 000 fois où mon commerçant me dit, j'ai vu ton dernier podcast, je l'ai écouté, j'adore ce que tu dis sur Star Wars. Ouais. Je le prends pas mal, c'est pas grave. C'est comme ça, point barre. Ben ouais, et c'est pas grave de pas connaître, en fait, c'est comme ça que t'apprends. Et je vous invite à regarder Fanboy. Oui, voilà. Avec un Valium pour certaines scènes. Les Trekkies, ils bouffent. Hein. Mais voilà, je trouve que ce film nous remet bien à la place aussi. On n'a pas la vérité ultime, on n'a pas la meilleure franchise de tous les temps. On a une très bonne franchise, on a à boire et à manger.
Et quand on a à boire et à manger, il y a des choses qui sont bonnes et moins bonnes, comme Ouais, toutes clairement. les œuvres, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Fanboy, il fait un petit peu mal. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est un truc qui me... Fanboy, c'est un film qui me parle, mais quand je le vois, à chaque fois, je suis un petit peu... Je me dis, quand t'entends les conversations qu'ils ont, j'ai pas l'impression que c'est un vrai pur de dur de Star Wars qui a écrit derrière les dialogues. T'as un peu cette impression comme dans Big Bang Theory, où c'est pas de la conversation de gros nerds sur tel moment et tout, et plutôt de gars qui s'amusent des nerds. Ouais, enfin les fans de Star Trek ils douillent. Hein. Ouais, alors Mais pour info, on a Galaxy Quest. voilà. Pour info, moi j'ai écrit une musique. Il y a même eu un clip qui s'appelle Star Wars vs Star Trek. Je vous invite à taper ça. Le refrain est très entraînant. Voilà. Je crois que je l'ai entendu il y a quelques temps. Ouais. Tu m'avais envoyé, je crois. Ouais. J'ai honte de rien. Mais du coup, pareil. Et donc on a l'hommage ultime à la communauté fan de Star Trek, qui est ce merveilleux film qu'est Galaxy Quest. Je vous conseille, déjà, je sais même pas si on en a parlé. On a fait Galaxy Quest. On a fait un podcast. Moi, je sais que j'ai dû en parler, j'arrête pas d'en parler. Si, on en a fait un spécial. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, sur Prime Video, il y a un documentaire qui s'appelle Never Give Up, Never Surrender. Qu'on a vu, qui parle de la communauté de fans de Star Trek, qui parle de la communauté, des conditions de tournage du film, de la réception du film par certains acteurs. Il y a Data, l'acteur qui fait Data, qui a vu... Matt Spinner qui a dit, mais quand j'ai vu... pardon, quoi? Brent Spinner, qui, quand il a vu le film, il a dit, mais bordel, ça aurait dû être nous. Qui, je vous invite vraiment à regarder. Donc, vous regardez Galaxy Quest, vous regardez Never Give Up, Never Surrender, le documentaire. Et parce que je suis très passionné. J'aime beaucoup les films de fans faits par des fans pour des fans. Et j'ai donc Fanboy, c'est celui de Star Wars qui est bien. Galaxy Quest, c'est l'écran incroyable pour Star Trek. Et alors il y a un film sur le Seigneur des Anneaux, sur des fans du Seigneur des Anneaux. Faut le regarder avec des yeux compatissants, et c'est sa sincérité qui fait du bien, parce qu'il est très très mauvais. Qui s'appelle, c'est pas Ringers, c'est je sais plus, mais j'essaierai de le retrouver, mais il est assez mauvais. Mais voilà, Galaxy Quest te parle vraiment des fans. Et alors il y avait un truc à propos des fans de Star Trek que j'adore. Et à nouveau, ils sortent de nulle part. Donc vous voyez, ce que je disais, c'est on repère pas forcément le fan de Star Trek de prime abord, quoi. Par contre, parce que ça vient pas forcément dans les conversations, parce qu'il y a pas forcément le merchandising que tu vas pouvoir exposer. J'ai jamais vu un gars avec un t-shirt Star Trek, par exemple. Vraiment le t-shirt, mettons, avec la tête de Picard ou un truc comme ça, tu vois. Alors, bizarrement, tu vois, Célio en a sorti. Ah bon? Ouais, j'en ai, moi, de chez Célio. Ok, je vais aller voir. Mais il y a longtemps, hein. Ok, d'accord. Mais donc voilà, moi j'en vois pas. Et alors aussi, ce que j'aime avec les Star Trek, c'est qu'ils pop de nulle part. Et il y a un documentaire qui s'appelle Ringers, qui parle de la communauté de fans du Seigneur des Anneaux depuis les années 70, 60, donc depuis l'arrivée aux États-Unis, comment c'est arrivé, tout ça, c'était perçu. Et c'est entrecoupé de moments face caméra où des gens de tous les jours viennent et parlent de leur amour de l'œuvre. Donc un gars qui dit j'adore Sylve-Barbe parce qu'il représente la nature et moi j'aime bien les arbres, des trucs comme ça. Et il y a un mec qui arrive habillé en Klingon. Et il est là et il parle comme un Klingon. Donc déjà, le gars, il parle comme ça. Et en fait, il est en train de t'expliquer comme avoir son look, il est à l'époque TNG et qu'il a trouvé dans les archives de la Fédération des trucs les documents de Tolkien et qu'il a beaucoup aimé. Il aime beaucoup Glorfindel, je sais plus qui. Et en fait, et moi c'est ça que j'adore, c'est en une fois il y a ce mec là qui apparaît, quoi, habillé en Klingon, parlant comme un Klingon, pour essayer pour parler d'une œuvre de Tolkien, et qu'il a même réussi à intégrer ça à son lore à lui.
Et je trouve ça fort. Dans un épisode de South Park, l'épisode, la trilogie Black Friday, qui est excellente, qui parle de la guerre des consoles, à un moment donné, ils doivent s'associer aux nerds, et les gros nerds, c'est des fans de Star Trek. C'est les mecs qui, en plus, leur capitaine, c'est Scott McKinson, qui parle comme ça et qui est diabétique, et qui est là, il fait « Oui, c'est une planète de classe M !» Et voilà, les fans de Star Trek, ils s'en prennent quand même plein la gueule, quoi, en général. Et en plus, je crois que ça peut être des adjudants dans... pas l'Anal de Vérité, l'autre. Je l'ai plus... Dans le jeu vidéo, tu parles? Dans le jeu vidéo, ouais, Ball of Fire. J'y ai pas joué, le Stick of... il faut que tu joues, c'est drôle. Stick of Truth, ouais. Voilà. Et ouais. Ah, mais vraiment drôle, quoi. Et pareil, il joue aussi à un épisode où ils sont dans le minivan de Cartman. Et il joue à Star Trek, et puis il fait oui, va explorer, oui, c'est une planète de classe M, ouais, vas-y, juif. Et il fait non, je suis un Vulcain, ouais, Vulcain juif. Et c'est ça que, ouais, voilà, Star Trek, c'est une offre qui s'est saupoudrée, il y a des fans partout, ils sont discrets généralement, surtout en francophonie. C'est ouf de voir à quel point cette œuvre a généré des passions. Family Guy, il y a carrément tout un épisode avec le cast de TNG. Mais Family Guy, il enlève le cast de TNG que pour lui, quoi. Mais Family Guy est créé par Seth MacFarlane, qui a déjà joué dans 2 épisodes. Il a joué dans Enterprise, dans un épisode d'Enterprise et une autre fois, et qui a créé The Orville, qui l'a proposé à Paramount, et Paramount a fait non, on fait Discovery. Et du coup, il a fait bon, bah, je vais faire The Orville de mon côté. C'est pour ça que Family Guy parle de Star Trek. Enfin, voilà, ça. C'est voilà. Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a parlé de tout, on a parlé d'un peu des origines, le pays. Moi, je suis vraiment curieux. Je voudrais vraiment. On me dit souvent, ouais, laissez des commentaires, machin. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'inconnus. On a beaucoup de suppositions et de présuppositions sur comment ça a été perçu par les fans en francophonie, en Allemagne, en Italie. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous parler de ça, de comment ça arrivait chez vous, comment est-ce que vous étiez dans des caves en train d'analyser, d'éplucher des épisodes, comme on se l'imagine sur les fans. Moi, j'ai envie de savoir ça, j'ai envie de lire un petit peu tout ça, d'avoir ces moments, ces récits, parce qu'au final, les fans, nous, moi, je suis un fan light, je suis ça autant que d'autres choses, mais je reste accroché à l'univers de Star Trek. Mais Cyril, c'est un ancien, et moi je veux entendre, les fans c'est nous, mais c'est vous aussi, et j'ai envie de vous entendre parler. Il y a Quadrant Pop qui parle souvent sur Twitter, c'est toujours fascinant, je lis tous les commentaires qu'il lâche, c'est vraiment chouette. Et écrivez votre expérience par rapport à Star Trek, votre rapport aux fans, votre rapport vraiment à tout ce côté merchandising, à ce côté pop culture, ce que ça a laissé dans votre vie, votre rapport aux autres par rapport à Star Trek. Moi, je sais que dès que je commence à parler de Star Trek, et juste à parler de certains trucs, il y a des gens qui bug parce qu'il y a un peu cette distance de « Ah ouais, mais Star Trek, c'est vraiment un truc de nerd, tu vois. Discuter du Punisher et Daredevil, ça passe, mais là, Star Trek, ça va loin. Attention, je suis pas un geek. » Et il y a un peu... Ça n'entame en rien votre libido, les enfants. Non, regardez Spock, regardez Kirk. Et même Spock. Et même Picard. Picard, il enchaîne. Blague à part, c'est un super vecteur de drague. Star Trek ? Ouais. Ah, si tu parles avec passion, la passion, c'est un vecteur de drague. Oh, détrompez-vous. Enfin, là, je vais passer pour Barney Stinson, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de femmes qui ont regardé Star Trek avec leur papa. Ah, ah non, il vient de comprendre. Ok, voilà. Effectivement, ça fait très Barney Stinson. Mais donc voilà, on a un peu abordé tous les sujets, je pense. Et voilà, donc est-ce que tu aurais quelque chose en plus à dire ? Pas du tout, juste à penser à vous abonner en fait à la newsletter sur Ocha, c'est très important. Nous, on essaye de dépasser actuellement les 500 auditions par épisode, sachant que vous êtes bientôt presque 900 sur la chaîne YouTube Trek Historia, donc vous seriez moitié sur Ocha, ça serait déjà bien. Donc pensez bien à vous abonner juste à la newsletter Ocha. Vous recevez que des mails de nous. Je vais bientôt mettre une vidéo qui fait voir comment on peut le faire.
Et puis continuez à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, ne serait-ce qu'à YouTube. Hein, ça fait un peu youtubeur putaclic, mais ça nous permet aussi de gagner un peu d'audience. Et quand on gagne un peu d'audience, on arrive à toucher plus de gens et ça nous permet d'enrichir les contenus. Et en plus, savoir simplement que par exemple, le contenu est aussi sur YouTube. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément aller chercher sur Spotify, et de savoir aussi que ça existe sur YouTube. Moi, par exemple, j'ai écouté tous ces premiers podcasts sur YouTube, sur sa chaîne. D'ailleurs, je voudrais terminer en parlant de ça, parce que vu qu'on parle quand même de la communauté de fans et tout, et que c'est à travers ton travail, Cyril, que moi, je me suis vraiment passionné pour Star Trek. J'écoutais tes podcasts et tout ça. Petite reconnaissance, parce que c'est Cyril qui fait les enregistrements, c'est Cyril qui fait les montages, c'est Cyril qui fait la pub, c'est Cyril qui fait la promo de tout ça, de tout ce que vous entendez. Donc voilà, moi en fait je me ramène littéralement les mains dans les poches et puis j'oublie un jour sur deux qu'on devait enregistrer un truc. Mais donc voilà, donc c'est important, voilà, il faut savoir. On rend à César ce qui est à Cyril. Alors, pour info, c'est mon métier, voilà. C'est gentil. Mais ça reste, tu prends du temps et je trouve ça très chouette. Et ça fait quand même la 10e émission, 11e. Ouais. Bon, des fois, j'avoue, je le fais faire par les élèves. Mais mais voilà, mais il n'empêche que quand il y a une pub, quand il y a un peu de promo, c'est Cyril qui s'en occupe. Et donc voilà, donc grand merci à toi. Moi, ça me fait plaisir. J'ai toujours énormément de plaisir à venir faire mes petites analyses. J'espère que pour les auditeurs les plus exigeants, je pense aussi au Cadran Pop parce que c'est celui qui est le plus qui va répondre et je vais lire ces trucs. Mais j'espère que même pour les éditeurs les plus exigeants, cette approche qui est quand même très néophyte, mine de rien, de Star Trek, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que pour les éditeurs les moins exigeants, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous justement c'est une porte d'entrée qui vous intéresse, qui vous permet d'avoir un peu cette conversation? On va pas commencer à partir sur les 23 minutes de tel épisode et à quel point c'est complètement non canonique avec tout le reste. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, donc n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Faites-le nous savoir, tout simplement, même par des messages. On est sur Instagram, arcadie.picardie. Alors, dis-le parce que je sais jamais. C'est Cyril M. Callejon. C'est M. Caljon, tout simplement. Voilà, c'est M. Caljon. Ah non, sur Instagram, c'est MC Nojelac. Voilà, comprenez, c'est compliqué. Mais donc, voilà. C'est Caljon à l'envers. C'est quoi? C'est Caljon à l'envers, oui, voilà. Bah oui. Bah oui. Mais voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.